Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui samedi 8 août 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Ce n'est plus un invité, il fait partie de la chaîne. Oui, de manière permanente. Oui, C'est le jour de Nagasaki. oui. Vous savez pourquoi je dis que c'est le jour de Nagasaki? Non, pourquoi ça? Pour le jour où les États-Unis ont largué la bombe atomique sur Nagasaki. Oui. Larry, laissez-moi commencer par ce qui a été rapporté sur CNN. Il est dit que le président des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, a confié en privé à d'autres hauts conseillers de Trump que Washington devait trouver une porte de sortie de la guerre en Iran. Et il souligne que les options d'escalade militaire actuellement envisagées pourraient se retourner contre eux, et que la puissance aérienne, à elle seule, a peu de chances d'atteindre les objectifs affichés par Trump. Puis on en arrive à la situation dans laquelle il se trouve. Et il l'avait dit, Larry, même lors des réunions du Pentagone avant la guerre. Vous vous en souvenez? Avant que la guerre ne commence. Il avait dit que ça ne marcherait pas, parce qu'il savait qu'il serait question de bombarder l'Iran depuis les airs, en tant que pays, et que ce serait difficile. Et maintenant, il en parle de nouveau. Apparemment, c'est quelque chose de privé. Je ne sais pas comment CNN a pu y avoir accès, mais c'est important en ce moment. Il en reparle. Eh bien, soit il en parle lui-même, soit des gens qui travaillent pour lui en parlent. Et chaque fois que des choses comme ça fuitent, ça montre qu'il y a de sérieux désaccords au sein de l'administration. Certains sous Trump plaident pour un retour aux frappes militaires. Et il y a certains signes. Vous savez, j'ai dit hier soir que pour l'instant, il semblait que des sections clés du CENTCOM, notamment la section du renseignement, s'étaient mises en retrait. Eh bien, elles se remettent maintenant en activité. Donc je pense qu'un sentiment grandissant se fait jour. Les États-Unis pourraient reprendre les attaques contre l'Iran lundi ou mardi prochain. Alors, quel est l'objectif d'attaquer l'Iran? Continuer simplement les représailles. Se donner bonne conscience. Je veux dire, ça va rien accomplir, ni sur le plan stratégique, ni même tactique. Mais ça n'a plus d'importance. Il s'agit de montrer qu'on est dur. Vous voyez? Et c'est vraiment absurde. Mais vous savez, on dirait que ceux qui réclament davantage d'actions militaires sont en train de l'emporter. Trump commence à les écouter. Il ignore Kane. Kane et les commandants ont dit que ça ne marcherait pas. Vous allez manquer de missiles et nous affaiblir. Et Trump l'ignore. Que pensez-vous de ce qui s'est passé au Pentagone? Pete Hegseth vient de tout mettre sur le dos de sa secrétaire. Le secrétaire adjoint Feinberg. J'ai dit, oui, voilà le chrétien qui rejette la faute sur le juif. Feinberg est juif. Alors, c'est pas moi le responsable, c'est lui. Ce genre de bouc émissaire, c'est juste, vous savez, Feinberg n'est pas responsable. La réalité, c'est que Feinberg n'a pas fait ça et Hegseth non plus. C'était intégré au système. Ils ont tout simplement pas pris le temps de s'asseoir, d'examiner les données réelles, puis de prévoir quelle quantité allait être utilisée. Ensuite, ils auraient dû revenir et dire « Nous n'en avons pas assez. Notre production n'augmente pas. » Ce n'est pas comme s'ils avaient délibérément choisi de produire moins. Ces budgets sont en place depuis des années. Je veux dire, le PAC 3, par exemple, ils ont commencé à le produire en 2015, il y a 11 ans. Donc, ils ont un problème. Ils ont épuisé toutes ces armes importantes et il est impossible de les reproduire. Ils ne peuvent pas les remplacer parce qu'ils dépendent des terres rares chinoises. Et les Chinois disent non, on ne vous les donne pas. C'est très intéressant, Larry, parce que dans tous les reportages que j'ai vus jusqu'à présent,
à l'Associated Press, sur CNN, dans tous ces grands médias, ils ne mentionnent pas la dépendance des États-Unis aux terres rares chinoises. Personne ne avance cet argument en disant à quel point est-ce important. Même le nouveau reportage de l'Associated Press dit que l'armée américaine ouvre des terrains d'essai militaires à des entreprises privées de défense qui développent des missiles, des drones, des munitions et d'autres armes, afin d'accélérer les tests. Il n'y a rien là-dedans sur la Chine et sur l'importance de la Chine dans la production de nouvelles armes. Non, je sais. C'est bien ce que je dis. Tout ce qu'on a à faire, c'est affecter davantage d'argent ou augmenter la marge bénéficiaire de ces gens du complexe militaro-industriel. Non, ça ne va pas suffire. Vous savez, ils ne comprennent pas. Ça ne résoudra pas le problème. Alors ils vont l'apprendre à leurs dépens, à force de poursuivre ces attaques, jusqu'à ce qu'ils aient finalement plus d'argent ou plus de terres rares. C'est sans doute plus juste. Larry, comment voyez-vous le rôle de l'économie japonaise face aux pressions qu'elle subit en ce moment à Washington? Oui, enfin, je veux dire, c'est un problème pour eux. Absolument. Ils ont dû intervenir, Besant l'a fait, parce que sans intervention, les Japonais, qui détiennent tous ces titres du Trésor américain, commenceraient à les vendre. Et là, ça inonderait le marché. Il y aurait trop d'offres de bons du Trésor américain. Leur prix chuterait. Et cela voudrait dire que les États-Unis paieraient beaucoup plus cher leurs importations. Et ce que Besant a fait comme solution, c'est qu'il a essentiellement saboté les Européens. Ils se sont fait piéger. Aujourd'hui, nous avons eu une déclaration de la sécurité nationale iranienne, Larry, il y a seulement quelques heures. Ils ont dit que, vous savez, concernant l'ouverture du détroit d'Ormuz, tout d'abord, les États-Unis doivent changer. À mon avis, ils parlent de Donald Trump lui-même, qui doit changer de langage, vous savez, de la façon dont il insulte le peuple iranien. C'est ce qu'ils ont dit en premier. Le deuxième point concerne l'agression contre l'Iran. Ils ont déclaré, dans le deuxième point, la deuxième clause ou le deuxième paragraphe, si l'on peut dire, mettez fin de manière permanente à la guerre et à l'agression contre l'Iran et ses alliés. Ils citent le Liban, la Palestine, le Yémen et l'Irak. Ce sont les conditions iraniennes, les conditions de l'Iran, posées par le Conseil suprême de sécurité nationale iranien pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Et ils parlent du blocus, des avoirs iraniens gelés et des sanctions. Dans l'ensemble, ils disent que les gens qui sont dans les rues, dans toutes les villes d'Iran, demandent cela. Nous ne pouvons pas reculer. Et il a dit, nous allons y parvenir par la guerre, en utilisant la guerre, ou par les négociations. Ils ne ferment pas la porte aux négociations. Ils disent, nous allons poursuivre cela, par les négociations ou par la guerre, mais nous allons tout obtenir. C'est cet état d'esprit que je ne vois pas Donald Trump disposé à, vous savez, comprendre, ne serait-ce qu'à comprendre la position dans laquelle se trouvent les Iraniens en ce moment. Non, non, vous vous attendez à ce qu'il fasse preuve d'empathie. Non, ne retenez pas votre souffle. Non, ça n'arrivera pas. Vous savez, c'est Trump. Trump évolue dans son petit monde à lui, et il est le centre de son monde, de son univers. Et son absence totale d'empathie envers les gens qu'il attaque, envers les pays, envers les souffrances humaines causées par ses politiques. Certains diraient que c'est un autre indicateur médical d'un déclin mental dont il souffrirait. Alors, je ne suis pas médecin, mais je ne fais que répéter. Je l'ai entendu de la part de professionnels de santé, et ça semble plausible. Quelle est la situation, Larry, dans le détroit d'Ormuz?
Aujourd'hui, nous avons eu 2 attaques contre 2 navires. L'un d'eux appartenait aux Émirats arabes unis et il a été attaqué. C'est le 4e pétrolier, vous savez, le 4e de leurs pétroliers à être attaqué par les Iraniens. Et le détroit est fermé. Les Émirats arabes unis ont annoncé que l'un de leurs navires avait été pris pour cible alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz. Ils ne nient pas ce qui se passait. Ils disent simplement qu'ils essayaient de franchir une sorte de blocus iranien et que c'est pour cela qu'ils ont été attaqués. Et vous voyez l'Arabie saoudite condamner l'Iran. Je dirais que le ton était tellement. Ils disent « Nous condamnons avec la plus grande fermeté le ciblage de ce pétrolier, le pétrolier émirati, et nous tenons l'Iran pour responsable. » Yeah, what are they going to do about it? Qu'est-ce qu'ils vont faire à ce sujet? Je veux dire, les grandes déclarations de l'Arabie saoudite, ils vont se faire laminer. Voilà ce qui va se passer, même s'ils ont signé cet accord avec la Turquie et le Pakistan. S'ils s'en servent comme prétexte pour attaquer un autre pays musulman, ça va créer de vrais problèmes dans toute la région. Donc vous savez, ce que les Saoudiens doivent faire, c'est fermer leur putain de gueule. What the Saudis need to do is shut the hell up. Larry, pensez-vous que... Est-ce qu'on va... Vous avez dit que Donald Trump pourrait attaquer l'Iran lundi. Est-ce que ça va? Eh bien, je pense que, vous savez, maintenant que les Saoudiens sont sortis avec cette attaque verbale contre l'Iran, d'accord. Je pense que les Saoudiens, désormais, ont choisi leur camp. Ils misent sur les États-Unis et ils vont découvrir que c'était un très mauvais pari. Ils parient que les États-Unis vont les soutenir. Ils vont découvrir que les États-Unis sont en difficulté. Et, vous savez, je pense que l'Iran, il y a un responsable politique iranien qui a eu une réaction très négative à cet accord de la Mecque signé par la Turquie, le Pakistan et l'Arabie saoudite. Le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, s'est exprimé. Il a fait des commentaires plutôt positifs. Il a dit que c'était un plus, une avancée des nations musulmanes qui travaillent à protéger des nations musulmanes. Mais alors, à partir de cette déclaration de l'Arabie saoudite, enfin, regardez, les Émirats arabes unis sont tellement dans le cul d'Israël qu'ils ont un collier marron autour du cou. Ce n'est pas une nation arabe musulmane, c'est un larbin, c'est une pute d'Israël et des États-Unis. Et vous savez, ils ont essayé de jouer sur les 2 tableaux. Je pense que l'Iran a été clair, si les États-Unis l'attaquent de nouveau. Et je pense qu'avec ce que les Saoudiens viennent de dire dans leur condamnation, les Saoudiens se sont placés en tête de liste des cibles. Détruisez leurs centrales électriques, détruisez leurs usines de dessalement, et ils découvriront qu'ils auront du mal à survivre sous leur forme actuelle. Supposons que la reprise de la guerre ramène, vous savez, des missiles iraniens sur l'Arabie saoudite et des missiles yéménites sur l'Arabie saoudite. Comment cela va-t-il se passer pour la Turquie et le Pakistan? Vont-ils faire partie de la guerre? Vont-ils l'envisager? Non, non. Je veux dire, regardez, ils ont signé cet accord. Oh, une attaque contre vous sera une attaque contre nous tous. Oui, bien sûr. Le Pakistan a donc signé cet accord précis sur une base bilatérale avec l'Arabie saoudite en septembre dernier. Et puis les Houthis attaquent l'Arabie saoudite et qu'a fait le Pakistan? Rien. Des paroles, des paroles, des paroles, des paroles. Ils ne font pas grand-chose. L'autre point, Larry, c'est la poursuite de la guerre. Aujourd'hui, j'ai demandé au professeur Mirandi si l'Iran coopérerait avec le Yémen sur la question du détroit d'Ormuz, en lien avec la mer Rouge. Nous savons que ces 2 pays travaillent ensemble. À eux deux,
Ils font pression sur l'Arabie saoudite. Si l'Iran décide d'ouvrir le détroit d'Ormuz, cela veut dire que la pression que les Yéménites essayent d'exercer sur l'Arabie saoudite sera, d'une certaine manière, atténuée. Parce que si l'Iran ouvre le détroit d'Ormuz, ils exporteront leur pétrole par ce détroit. Et il a dit qu'il y avait une coopération entre les deux parties. Pensez-vous qu'à un moment donné, c'était mentionné dans cette déclaration du Conseil suprême de sécurité nationale iranien? S'ils décident de faire quelque chose, ils doivent, à mon avis, lever le siège du Yémen. Comment comprenez-vous cela? Expliquez ce que vous entendez par là. Explain what you mean by that. Que les Saoudiens doivent lever le siège. Comment les Saoudiens pourraient-ils faire ça? How would the Saudis do that? Parce que je parle des États-Unis. Si les États-Unis, supposons qu'ils décident d'ouvrir le détroit d'Ormuz face au blocus ou à ce qu'ils essayent de faire, s'ils le font, ce blocus yéménite contre l'Arabie saoudite ne signifie pas grand-chose. Wait, the United States can't open the Strait of Hormuz, okay? Les États-Unis ne peuvent pas rouvrir le détroit d'Ormuz. You might as well D'accord. say Donald Trump's going to go Donc, riding ce que vous avancez, naked c'est comme si vous disiez que Donald Trump va descendre la 5e avenue, à New York, nu sur une licorne. Vous savez, ça n'arrivera pas. Les États-Unis peuvent donc tenir tous les grands discours qu'ils veulent, mais ils n'ont pas les moyens militaires et ne sont pas prêts à accepter le coût militaire que cela impliquerait s'ils lançaient cette attaque. if it goes forward with this attack. Est-ce que cela veut dire que s'il se passe quelque chose, enfin, si quelque chose se passe, partons du principe qu'on est optimiste à 100% sur ce qui se passe. Si quelque chose de positif arrive, est-ce que ce sera sur les deux fronts? Cela voudrait dire qu'il n'y aurait plus de siège au Yémen, puis que le blocus serait levé en Arabie saoudite. Il n'y aurait plus non plus de blocus dans le Golfe Persique, et l'Iran ouvrirait, d'une manière ou d'une autre, le détroit d'Ormuz. Je parle d'une vision totalement positive, où les deux camps se rapprochent. Pourquoi? Je voulais que vous expliquiez comment vous comprenez la position des deux parties, du côté des Iraniens comme de celui des Yéménites. Parce que si l'une des parties décide de modifier sa politique concernant le blocus, cela signifie qu'elle nuit à l'autre partie. D'accord, je ne suis pas votre logique là, mec, donc il va falloir m'expliquer. Vous dites que si les Houthis décident d'arrêter de bloquer les pétroliers saoudiens, etc., ça nuit à l'Iran? Pas tant que ça, mais ils vont en souffrir si l'Iran ouvre le détroit d'Ormuz. Eh bien, l'Iran ne va pas... Qu'est-ce que vous entendez par ouvrir le détroit d'Ormuz? Vous voulez dire laisser n'importe quel navire passer sans rien payer et sans respecter le protocole? Non, avec les paiements et tout, avec l'ensemble. Avec le nouveau mécanisme, ils ouvrent le détroit d'Ormuz. Et supposons que Donald Trump accepte tout ça, cela va nuire à la position des Yéménites. Pourquoi cela ferait du mal aux Yéménites? Parce que l'ouverture du détroit d'Ormuz ferait que l'Arabie saoudite ne va pas. Elle ne ressentirait pas autant de pression sur la manière dont elle exporte son pétrole et ses autres produits. Ils pourraient faire valoir qu'ils ne veulent pas payer ces frais. Ils pourraient les trouver trop élevés et dire « Nous allons continuer à utiliser Yanbu et la mer Rouge ». Mais dans ce cas, ils doivent faire face au coût de la menace des Houthis. Alors, je veux dire, si les Saoudiens voulaient jouer ce jeu-là, ils diraient « Bon, nous allons nous réconcilier. Nous allons régler les choses avec les Houthis pour qu'ils n'interfèrent pas avec nos expéditions maritimes depuis la mer Rouge. Et ensuite, nous allons nous opposer à l'Iran qui essaye de nous faire payer des droits de passage par le détroit d'Ormuz. Dans ce cas, les Saoudiens, ce seraient les Yéménites qui, vous savez, auraient bénéficié d'un accord,
mais ils ne sont pas menacés. Et il se pourrait que ça donne à l'Arabie saoudite davantage de marge de manœuvre. Est-ce que ça a du sens? Oui, c'est tout à fait logique. Mais combien de temps l'Arabie saoudite pourra-t-elle continuer ainsi, avec le problème auquel elle est confrontée en ce moment? D'un côté, on voit qu'ils essaient de résoudre le problème militaire, je suppose, parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec Morandi. Il dit que l'objectif principal serait peut-être le Yémen, et je ne sais pas comment ils vont pouvoir contraindre le Yémen. Arrêtez. L'objectif principal, pour qui? Du pacte militaire. Du pacte militaire entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. Oui, encore une fois, le Pakistan a déjà conclu un pacte de défense avec l'Arabie saoudite. Qu'est-ce qu'ils attendent? Oui, alors pourquoi, selon vous, ont-ils organisé la cérémonie de signature à la Mecque plutôt qu'à Riyad? Cérémonie de signature, quoi? Ils ont organisé la cérémonie de signature pour les 3 pays, le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite. La cérémonie de signature de ce pacte de défense, comme ils l'appellent, a eu lieu à la Mecque, pas à Riyad. Vous pensez que c'est important? Je pense que c'est tellement important. Pourquoi? À cause de la Mecque. La Mecque est un symbole très fort pour tous les musulmans du monde entier. D'accord, et je suis d'accord. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous savez, je vous fais travailler avec la méthode socratique. Au lieu de vous le dire, je vous pose des questions pour que vous arriviez vous-même à dire « Oui, c'est ce que je crois. Oui, après réflexion, je pense que c'était un acte symbolique. » Et ces 3 pays n'ont pas décidé de faire ça la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Vous savez, si vous vous souvenez, lorsqu'ils ont tenu leur première réunion en Suisse, en juin, il y a eu une autre réunion présidée par les Pakistanais. Leur ministre des Affaires étrangères, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, était en Égypte, avec les Turcs, les Saoudiens et les Égyptiens. Donc ça remonte à avril, à la fin avril, quand Araghchi a rendu visite à Poutine à Moscou. Poutine est sorti de cette réunion en disant « Bon, il faut envisager une nouvelle architecture de sécurité pour le Golfe Persique. » Et une semaine plus tard, Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, après avoir de nouveau rencontré Araghchi, a dit la même chose. Il est donc possible que ce que nous avons vu, cet accord, ait réellement visé l'unité musulmane contre Israël et non contre l'Iran. Un élément qui va dans ce sens, c'est que lorsque le Yémen a attaqué l'Arabie saoudite, malgré un accord solide entre les Saoudiens et les Pakistanais, selon lequel, si vous êtes attaqués, nous viendrons vous aider. Eh bien bonjour, ils ont été attaqués. Où était le Pakistan? Il est resté chez lui. Il n'a rien fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut regarder ça de près. Vous savez, je ne suis pas exactement sûr de ce qui se passe, mais je peux vous dire que, selon moi, appelons-le le pacte à 3. Il vise Israël. Il ne vise pas l'Iran ni le Yémen. Le ministre pakistanais de la Défense, Asif, il a dit ça, ou Asif, je ne sais pas comment le prononcer correctement, mais il dit que les portes sont ouvertes à d'autres nations qui voudraient rejoindre l'initiative. Cela veut dire que ce ne sera pas. Et il dit, je crois, que, sur le modèle de l'OTAN, les pays musulmans devraient mettre de côté leurs propres divergences. Et il parle de tous ces pays qui se réuniraient et parviendraient à une sorte d'entente en Asie occidentale. Je pense que dans sa manière de parler de ce pacte militaire, il évoque en réalité une nouvelle architecture de sécurité, dans l'esprit du Pakistan, du moins d'après ce qu'il a dit. Parce que tous ces pays musulmans qui se rassembleraient, où sont-ils? Ils sont essentiellement en Asie occidentale. L'Iran, l'Arabie saoudite, le Qatar,
tous ces pays qui se réuniraient. C'est un objectif considérable. Je ne pense pas qu'on verra cela de sitôt. Mais c'est, semble-t-il, ce que les Pakistanais pensent de ce qui est en train de se passer. Oui, c'est le cas. Vous savez, je pense que Miranda a soulevé un point important. Cette initiative que prennent le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie, ils n'ont pas dit un mot sur l'attaque américano-israélienne contre l'Iran. Ils ne se sont pas prononcés pour la condamner. Et ils ont, vous savez, formulé quelques condamnations verbales du génocide israélien des Palestiniens. Mais là encore, ils n'ont pas agi. Est-ce que c'est, je ne sais pas, pourquoi ça? Est-ce que c'est à cause des États-Unis et de la pression des États-Unis? On sait qu'ils ont de bonnes relations avec les États-Unis. La Turquie, le Pakistan, l'Arabie saoudite, tous ont beaucoup de liens avec les États-Unis. Oui, on peut avancer qui dépendent en fait financièrement des États-Unis sur certains aspects. Comment cette nouvelle sécurité va-t-elle être perçue concrètement si les Pakistanais parlent de ça? Comment cela va-t-il être perçu à Washington? Je ne sais pas quelle était la compréhension à Washington concernant ce pacte militaire entre nous n'avons aucun détail. We don't have any details. So I mean, all everyone's doing is just speculating. Pour l'instant, tout le monde ne fait que spéculer. Il va donc falloir attendre qu'un cas concret se présente et voir s'ils réagissent. Par exemple, si le Yémen attaque de nouveau l'Arabie saoudite, est-ce que la Turquie et le Pakistan interviendront? Si la Turquie et le Pakistan se mettent alors à menacer le Yémen, ou lancent effectivement une attaque coordonnée, nous saurons que cette alliance est conçue pour servir les intérêts des États-Unis. Et à ce moment-là, cela changera la donne stratégique dans cette région. Et je pense que l'Iran va avoir... Je ne pense pas que le Pakistan puisse aller jusqu'au bout dans cette voie, parce qu'il dépend fortement de la Chine. Or, la Chine ne veut pas que l'Iran soit isolé ou vaincu. China doesn't want Iran to be isolated or defeated. And if Asman Munir basically... Et si Asim Munir prenait en gros des mesures qui seraient perçues comme une trahison envers l'Iran, je pense que les Chinois auraient leur mot à dire. Et ils seraient, vous savez. Donc cela créerait de vrais problèmes pour le Pakistan. Parce que le Pakistan, vous savez, Pépé et moi, nous avons accès à des renseignements. Je pense que nous croyons tous les deux qu'ils viennent de l'ISI. On les présente comme quelque chose d'unique. Il faut, vous savez, les considérer avec méfiance. Mais c'est clairement le point de vue pakistanais. Ils se voient comme « Oh là là, nous sommes le centre de l'univers. Oh là là, tout le monde doit passer par nous. Nous sommes les grands coordinateurs. Nous sommes la grande puissance. » Mais la réalité, c'est que Asim Munir n'a pas une bonne emprise sur le pouvoir au Pakistan. Une part importante de la population soutient toujours Imran Khan. Oui. Et l'économie du Pakistan ne se porte pas très bien. En fait, les Pakistanais suppliaient les États-Unis de leur accorder 10 milliards de dollars supplémentaires d'aide. Donc chaque fois que vous recevez 10 milliards des États-Unis, vous achetez une obligation. Alors moi, vous savez, je suis assez sceptique. Cela dit, le Pakistan n'a pas... Enfin si, il a l'arme nucléaire. Il est plutôt bon, il sait bien se défendre. Mais il n'est pas bon pour projeter sa puissance militaire. Pour y avoir forces à l'extérieur, oui. Je pense que la confusion existe toujours, vous savez, entre ces gouvernements. Parce que la façon dont le Pakistan en parlait, en comparant cela à l'OTAN, et là encore, on voit le vice-président turc mentionner l'accord. Il dit que ce n'est pas une alternative à l'OTAN, ni à aucune alliance dont nous faisons partie. C'est une structure complémentaire, affirme le vice-président de la Turquie. Vous voyez, la compréhension de la Turquie est totalement différente de celle du PAS.
Oui, et c'est pour ça que je dis, tant qu'on n'a pas vu le texte, sur quoi se sont-ils réellement mis d'accord? Là, on ne fait que spéculer. Speculating. L'autre point, c'est que beaucoup de gens demandaient pourquoi l'Égypte ne fait-elle pas partie du pacte militaire? Et on lui a posé la question, le vice-président de la Turquie répondait, en lui demandant allez-vous accepter que l'Égypte en fasse partie? Il a répondu pourquoi pas? L'Égypte est bien sûr un pays très précieux et une puissance importante sur le plan militaire, géographique et démographique. Voyons maintenant s'ils y font entrer l'Iran. Ce sera le signe ultime. Est-ce qu'ils intègrent l'Iran à ce pacte de défense? S'ils le font, ce sera un signe clair que cela vise Israël et en réalité indirectement les États-Unis. Mais je ne vois pas ces trois pays prêts à franchir ce pas pour l'instant. Je ne vois pas ça se produire de sitôt, Larry. Oh, je veux dire, c'est ça. Vous savez, si ça se produit, alors ça indiquera que ça va dans un sens. Et si ça ne se produit pas, ça indiquera l'inverse. Alors les États-Unis vont tous les tuer. C'est quoi le problème? Encore une fois, les États-Unis ont capacité limitée. Les États-Unis ne peuvent rien maintenir dans la durée. Je vois beaucoup de pression économique qu'ils peuvent exercer sur ces pays. Vous ne le pensez pas? C'est ce qui va servir de levier à Washington en ce moment. Je pense que leur levier s'affaiblit. Ce levier, c'est que les États-Unis veulent qu'ils achètent de la dette américaine. Nous voulons que ces pays contribuent, en gros, à nous financer, afin que nous puissions dépenser de l'argent sans avoir à nous soucier de le rembourser. Donc vous savez, je pense qu'il y a des limites à la durée pendant laquelle ces pays accepteront de continuer à faire ça. Le point que vous avez soulevé à propos d'Israël, s'ils invitent l'Iran, mais le ministre pakistanais de la Défense a dit à propos d'Israël, il a dit que tous les pays musulmans devraient s'unir. Là-dessus, il n'y a absolument aucune ambiguïté dans mon esprit. Il le mentionne. Je pense que c'est l'un des points importants en ce moment. Et c'est pourquoi je ne sais pas qui est vraiment ce type, le ministre pakistanais de la Défense. Larry, quelle est la différence entre le ministre de la Défense et Asim Munir? Et qui est le plus puissant au Pakistan? On dirait même qu'Asim Munir est plus puissant que le premier ministre pakistanais. Sharif, je ne veux pas être insultant envers cet homme, mais il est de petite taille. Il porte des costumes médiocres. Ils sont mal confectionnés, mal ajustés. Il n'a pas beaucoup de présence physique. Munir, si. Donc Sharif n'est pas la force politique qu'est Asim Munir. Mais le discours du ministre de la Défense est totalement différent de celui du premier ministre pakistanais. Chaque fois qu'il parle d'Israël, il évoque à quel point Israël est détesté au Pakistan et le fait qu'il n'aime pas Israël. Il n'apprécie pas les politiques israéliennes en Palestine, au Liban. Il exprime très ouvertement ce qu'il pense d'Israël. On ne voit pas autant ce type de prise de position chez le premier ministre pakistanais ou chez Asim Munir. Il reste pratiquement silencieux sur Israël, si je ne me trompe pas. Non, je sais. Écoutez, une partie de ce que j'appelle les actes de diplomatie publique ne tient pas compte des réalités politiques concrètes auxquelles ces gens sont confrontés dans leur pays. Comme je l'ai dit, Asim Munir aime être sur la scène internationale. Mais pour ce qui est d'être fort dans son pays, il est faible. Vous savez, il ne bénéficie pas d'un vaste mandat politique sur le plan intérieur.
Donc vous savez, il faut mettre tout cela en balance. So, you gotta balance all this out. L'Irak, Larry, sous l'autorité du nouveau Premier ministre, ils disent que, d'ici au 30 septembre, ils auront fixé la date limite définitive pour le retrait des forces de la coalition internationale d'Irak. Et quand ils parlent de ces forces de la coalition internationale, ils parlent essentiellement des États-Unis et des Européens. Les États-Unis et les Britanniques, peut-être les Français aussi. Et nous sommes en septembre. Ce n'est pas si loin d'aujourd'hui. Ça fait 3 semaines, oui. Et donc, vous pensez que cela va se produire, parce qu'il a dit que c'était la date limite. J'imagine qu'il en a parlé avec les États-Unis, avec Donald Trump lorsqu'il était à Washington. Il rencontrait Donald Trump. Sans cela, il ne serait pas venu annoncer cette date limite aujourd'hui. Est-ce que vous voyez cela se produire prochainement en Irak? You mean withdrawn? Yeah. Vous voulez dire retirer? Oui. Je pense qu'ils vont probablement faire ça pour le moment. Encore une fois, beaucoup dépendra de ce qui se passera dans les 4 ou 5 prochains jours. Si les États-Unis se réengagent dans la guerre, puis essayent de maintenir le niveau d'attaque qu'ils ont mené pendant les 3 ou 4 premières semaines de la guerre contre l'Iran, en février, mars et avril, cela mettra énormément sous pression le système américain. Les États-Unis auront du mal à soutenir leurs opérations. Et pendant que les États-Unis peineront à lancer des attaques, ils seront eux-mêmes attaqués massivement par l'Iran. Or, les États-Unis n'ont pas les missiles antiaériens nécessaires pour se défendre contre ces attaques. Donc s'ils vont de l'avant, ce sera vraiment une très mauvaise situation à tous les niveaux. Avez-vous des inquiétudes de votre côté, ou plus largement concernant la guerre, qu'elle puisse dégénérer et échapper à un moment donné au contrôle des deux camps? Oui, non. Je pense que cette possibilité existe toujours. On ne peut jamais l'exclure. Et ce serait une chose si Donald Trump était considéré comme quelqu'un de rationnel, qui n'agit pas de manière erratique. Mais il est irrationnel et imprévisible. Et on ne peut jamais savoir. Aujourd'hui, il se contredit plusieurs fois par semaine. Alors vous savez, pourrait-il faire quelque chose de fou, comme ordonner une frappe nucléaire? C'est possible. Est-ce que ça va être la conséquence de ce qui se passe à l'intérieur du pays? Peut-être qu'il pense qu'il va perdre les élections de mi-mandat. Donc s'il ne va rien gagner grâce au conflit à l'étranger, vous savez, en Asie occidentale, alors il va les intensifier. Peut-être que ça va modifier, en quelque sorte, sa position aux États-Unis. Comment voyez-vous ce calcul de sa part? Eh bien, il va clairement devoir en tenir compte. Jusqu'à présent, il a refusé de le faire. Je sais que le sondeur Rick Barry s'est allé lui parler et Trump n'a pas voulu l'entendre. Et vous savez, les signes sont là. Le vote des jeunes, qui faisait autrefois partie de MAGA, et c'était une conséquence majeure de Charlie Kirk et de son organisation qui mobilisait le vote des jeunes, a complètement disparu. Donc ils ont un vrai problème de ce côté-là. Trump continue de se bercer d'illusions en pensant que tout va bien se passer et que les démocrates, à cause de leurs décisions stupides, vont imploser. Mais parier sur l'implosion des démocrates, ce n'est pas vraiment un bon pari. Je ne vois pas un changement si important que ça chez les républicains. Je ne sais pas en quoi la politique menée jusqu'ici par Donald Trump a nui au Parti républicain. Voyez-vous le moindre signe que les politiques étrangères ou les guerres, que ce soit en Ukraine ou surtout, je pense, en Asie occidentale,
lui nuisent d'une manière ou d'une autre sur le plan intérieur, dans sa position au sein du Parti républicain. Well, yeah. I mean, you saw Eh bien oui. that photograph. Je veux dire, vous avez vu cette photo l'autre jour avec Tucker Carlson, Joe Kent, Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene et quelques autres. Vous savez, cela envoie un signal clair. Le Parti républicain est divisé. Ce sont des gens qui étaient autrefois considérés comme des membres fiables du Parti républicain. Ils sont divisés. Et vous et moi, je crois, en avons brièvement parlé hier lors de ma conversation avec Mark McCloskey, qui autrefois, il a dirigé la campagne de Trump en Pennsylvanie en 2016. Et aujourd'hui, il est farouchement anti-Trump. Donc on voit que des gens qui ont été, si vous voulez, des républicains inconditionnels et d'ardents soutiens de Trump sont maintenant en train de se retourner. Ils se sont retournés contre lui. Et Trump refuse d'admettre ou d'accepter le fait qu'il est devenu très impopulaire. Voici ce que J.C.D. Vance a déclaré, Larry, sur Fox News. Et là où en est l'Iran aujourd'hui, Kayleigh, c'est que nous discutons avec les Iraniens, bien sûr. Nous essayons de maximiser les volumes de pétrole et de gaz qui sortent du détroit d'Ormuz. C'est ce sur quoi nous nous concentrons le plus en ce moment. Et vous voyez, je crois que les prix du pétrole sont descendus autour de 4,20 $ le baril aujourd'hui, parfois un peu en dessous. Donc, nous essayons simplement de nous assurer d'obtenir ce dont nous avons besoin dans ce conflit particulier. Si vous revenez en arrière et vous souvenez de ce que nous avons fait ici, nous avons détruit leur programme nucléaire, nous avons détruit leur armée conventionnelle, nous avons radicalement réduit ce qu'on pourrait appeler leur capacité militaire asymétrique. Et maintenant, nous cherchons à voir s'ils sont disposés à engager les changements de long terme nécessaires pour avoir une meilleure relation avec les États-Unis. Et sinon, cela nous convient aussi. Nous allons simplement continuer à exercer la pression que nous pouvons exercer et à faire sortir autant de pétrole et de gaz que possible du Moyen-Orient, afin que les Américains puissent profiter de prix plus bas à la pompe et pour l'énergie. It's extra Mary's Petrol. C'est ça. Et il dit, allez-y. Well, there's a global shortage of diesel. Eh bien, il y a une pénurie mondiale de diesel et de carburant aviation. Et tout cela est précipité par la baisse du pétrole qui était extrait au Moyen-Orient, dans le Golfe Persique. Vous savez, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il part du principe que le détroit est ouvert. Vous savez, ils peuvent... Je peux vous dire que la Lune est faite de fromage vert. Bon, ça ne le rend pas vrai pour autant. Vous savez, ils prétendent que c'est ouvert. Montrez-nous les preuves. Donnez-nous les noms des navires. Donnez-nous une liste des navires qui viennent juste de sortir. Ils ne peuvent pas. Alors, vous savez, c'est ridicule quand il dit ce genre de choses. Ils utilisent très concrètement les pétroliers de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar, tous ces pays du CCG. Ils sacrifient leurs pétroliers. Je pense que Donald Trump leur a dit « D'accord, allez-y, utilisez-les ». Et ils se moquent de savoir. Je ne sais pas quelle pression ces pays vont subir à cause de ce type d'attaque iranienne. Mais on dirait que la politique est la suivante. Utiliser ces pays et leurs pétroliers pour essayer de poursuivre les mêmes politiques, alors qu'au final, rien ne change. Même J.D. Vance a dit qu'ils étaient au milieu de... Il a dit, cette affaire n'est pas terminée et nous sommes au milieu de la partie. Je ne sais pas de quel genre de partie il parle. Voici ce qu'il a dit. Cette affaire n'est pas terminée. Évidemment, on n'en est pas au début. Nous sommes au milieu de la partie et nous utilisons toute une série d'outils diplomatiques, économiques, militaires,
pour faire en sorte d'obtenir le meilleur résultat pour le peuple américain. Je suis assez convaincu que nous y parviendrons, mais nous sommes encore un peu au milieu de la partie. Nous sommes au milieu de la partie. Les chiffres montrent-ils que nous sommes en plein milieu de la partie? I have no idea what he means. Je n'ai aucune idée de ce qu'il veut dire. Je vais m'en tenir aux faits. Le détroit d'Ormuz est de fait fermé. Les États-Unis essayent d'imposer un blocus, mais ils n'ont pas assez de navires pour le faire correctement. Ils n'arrêtent donc qu'une fraction des navires qui tentent de passer. L'Iran n'a pas renoncé à son projet d'imposer un péage ou de décider quels navires de quel pays peuvent passer. Donc voilà, ce sont les faits. Maintenant, que font les États-Unis pour contrer cela? Rien pour l'instant. Ils se contentent de parler « Ah oui, nous avons l'Iran exactement là où nous le voulons. » Et où cela pourrait-il bien être? Eh bien, vous savez, ils sont là sur la rive orientale du golfe Persique. Ah, d'accord. Mais les États-Unis n'ont pas assez de navires pour arrêter tout le trafic maritime qui sort du golfe Persique. Et même ce qui en sort lentement en ce moment, ce n'est pas énorme. Je regarde la carte là. Il y a un cargo non identifié qui sort, un cargo qui entre. Il y a un navire appelé le Homa, qui est une embarcation de débarquement, donc je ne sais pas ce qu'il fait. Il y a un autre cargo, tous vont entrer. C'est un navire chinois qui entre. Oui, je regarde simplement la carte. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de trafic, il n'y a vraiment aucune activité au large des côtes d'Oman, à part le navire qui a été touché plus tôt par l'Iran. Et quelle que soit l'autre activité en cours, elle passe par le chenal iranien. Mais c'est pas énorme. Xi Jinping sera aux États-Unis en septembre, dans 3 ou 4 semaines. Comment voyez-vous la manière dont Donald Trump pourrait mettre quelque chose sur la table pour Xi Jinping? Ou peut-être essayer de, je ne sais pas, quelle est la situation des communications entre les États-Unis et la Russie? Jusqu'à présent, ce que nous avons appris, c'est qu'il n'y a pas de négociation en cours entre les États-Unis et la Russie. Entre l'Iran et les États-Unis, c'est la même chose. Xi Jinping va à Washington. À votre avis, qu'est-ce que Donald Trump veut obtenir de Xi? What does Donald Trump want from Xi, in your opinion? Les minerais de terres rares. Mais il ne les obtiendra pas. Et je pense qu'elle ne vient pas seulement pour voir Trump. Je pense que ça coïncide avec l'Assemblée générale annuelle des Nations unies. Donc elle viendra et prononcera un discours au nom de la Chine. Vous savez, idéalement, les États-Unis n'arrivent pas à savoir quoi faire. Leur politique à l'égard de la Chine est schizophrène. D'un côté, ils considèrent la Chine comme un ennemi, comme une menace, comme quelqu'un qu'il faudra affronter militairement. Point final. De l'autre, ils continuent d'essayer de traiter la Chine comme si elle était inoffensive, comme si elle ne représentait pas une menace, et comme si c'était quelqu'un avec qui nous voulions être amis. Et nous envoyons ces deux messages en même temps. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on va avoir le même résultat que précédemment, lors de la visite de Donald Trump en Chine, qui n'a rien donné? On voit cette énorme délégation partir en Chine. Et au final, rien n'en ressort. Elon Musk, tous ces hauts responsables en Chine, avec des oligarques, tous réunis, alors que ça n'a rien donné. Et on s'attend au même genre de résultat. Vous voulez dire quand elle vient aux États-Unis? Oui, qu'elle vienne aux États-Unis, ça est. Je ne pense pas qu'elle arrive avec l'intention d'obtenir quelque chose des États-Unis. Et franchement, qu'est-ce que les États-Unis ont à offrir à la Chine?
Je pense que les Chinois viennent pour dire « Hey, vous devez vraiment lâcher la grappe à nos entreprises de puces électroniques et à nos entreprises technologiques, à nos téléphones portables comme Huawei, et pour voir si Trump acceptera d'essayer d'assouplir les restrictions commerciales qui sont toujours en vigueur vis-à-vis de la Chine. » Je pense que c'est peu probable, mais ils vont le demander. On demande, et au pire, les États-Unis peuvent dire non. And then the worst the United States can say is no. It seems to me, Larry, that Iran is willing to talk. Il me semble, Larry, que l'Iran est prêt à discuter si les États-Unis décident de parler avec les Iraniens au lieu de se battre. Ils vont parler de Gaza. Mais jusqu'où l'Iran peut-il faire évoluer la situation à Gaza, alors que Donald Trump a conclu une sorte d'accord avec d'autres pays, des pays musulmans, la Turquie, l'Arabie saoudite, le Pakistan, l'Égypte. Tous ont signé un accord avec ce Conseil de la paix. Et aujourd'hui, nous avons appris de la part des Israéliens que le ministre israélien de l'Énergie, Eli Cohen, a déclaré « Nous ne croyons aucun document présenté par le Hamas et nous nous opposons à l'accord sur Gaza tel qu'il est actuellement formulé. Le Hamas prépare une tromperie. C'est la position d'Israël. Et Israël n'est d'accord avec rien de ce qui se passe. » Right. And Israel's going to look, they're already working to try C'est to ça. sabotage the deal. Et Israël va chercher, Supposed to agree on il that. travaille déjà à tenter de saboter l'accord. Vous savez, ils sont censés se mettre d'accord sur les gouvernements étrangers qui pourront fournir des troupes de maintien de la paix à Gaza. Et les États-Unis comme les Israéliens ont rejeté la France. Donc on verra, écoutez, Israël n'est pas encore acculé, les États-Unis peuvent l'acculer. Mais cela exigerait que Donald Trump prenne des décisions difficiles, qui restreindraient alors le flux d'aide, d'argent et d'armes vers Israël. Et jusqu'à présent, il n'a pas voulu le faire. Weapons to Israel. And he hasn't been willing to do that yet. Le drame, c'est qu'aucun de ces pays musulmans ne soutient la cause palestinienne. À mon avis, c'est tragique. Vous voyez l'axe de la résistance. La seule force qui soutient la Palestine, c'est l'axe de la résistance. L'Iran, le Yémen, une partie du Yémen, une partie de l'Irak, à mon avis, et le Liban de la même manière, une partie du Liban à cause du Hezbollah. Mais on ne voit pas les gouvernements adopter ce genre de position, ni avoir cette endurance pour s'opposer à ce qui se passe concernant la cause palestinienne. Et pensez-vous que l'Europe ferait quelque chose? Nous savons que l'Espagne a sa propre compréhension de la situation, mais la plupart des Européens, d'une certaine manière, ne veulent participer à aucune réflexion quand il s'agit de la Palestine. Qui va? Comment voyez-vous les choses? Bien sûr, Israël ne veut pas d'accord. Et vont-ils continuer avec cette ligne jaune à Gaza? Pensez-vous qu'ils prévoient cela? Yeah, they're going to try to. Ils vont essayer de l'étendre. Vous savez, ils sont en train de créer une zone tampon. Pour façonner cette zone, ils détruisent maison après maison après maison. Home after home after home. Malheureusement, à mon avis, le Hezbollah ne riposte pas efficacement. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il a accepté de respecter la part de l'Iran dans le cessez-le-feu. Mais à un moment donné, je pense qu'il va devenir nécessaire pour le Hezbollah de se réengager et de combattre. Les vidéos qui nous parviennent de Gaza et de Palestine, ils attaquent tout. Il y avait une célébration de mariage et on voit les forces israéliennes arriver et tirer simplement sur les gens. Et ça, je ne sais pas comment le décrire, mais pour les gens, c'est tellement important. Mais du côté des gouvernements, aucune action, rien. Oui, oui. Vous savez, l'Azerbaïdjan, Larry, est musulman, la Turquie est musulmane, tous ces pays, la Syrie. Et après tout, il n'en sort rien. Oui, enfin, ils facilitent les choses, ils soutiennent et permettent à Israël d'agir. Oui, non, c'est affreux. Oui. Merci beaucoup, Larry. Très bien, mon ami. On se voit demain. Okay. Comme toujours, à demain. Au revoir. Au revoir.